Vous parlez des Félix actions... Tshisekedi que vous soutenez aujourd'hui, quelle est sa vision? Non, mais je viens de dire tout à l'heure que Félix Tshisekedi a échoué. C'est ça mon honnêteté, c'est ça ma liberté d'esprit, c'est ça mon indépendance d'esprit, que beaucoup n'ont pas malheureusement. Il a échoué dans quel secteur exactement? Dans tout le secteur, comme Kabila a échoué dans tout le secteur. Tshisekedi a échoué, il faut à la limite une nouvelle alternative pour sauver le Congo du bourbier et des désespoirs. Qu'est-ce que vous fait croire que Tshisekedi réussirait à mettre en place le gouvernement des crises, comme vous essayez de l'appeler? Non mais déjà, je ne crois plus. Je ne crois plus parce qu'il a échoué. Mais seulement, la seule recette que Manix Iyenda a proposée pour la constitution de ce gouvernement de crise, je dis donner la jeunesse la primature et que dans ce gouvernement, qu'il y ait 26 ministres et que ce gouvernement ne soit pas payé. D'abord, vous vous dites que c'est un faux audio. À cela ne tienne. Même si c'est un faux audio. Mais le souhait de tout le Congolais en général et le souhait de Manix Iyenda, c'est de voir Corneille Nangaa demander pardon à tout le peuple congolais. Le souhait de Manix Iyenda, c'est de voir Corneille Nangaa se débarrasser de Paul Kagame. Si réellement Nangaa est un Congolais, il sera pardonné en le faisant. Non mais ça, c'est une responsabilité qui revient au peuple. Le peuple a déjà accordé une miséricorde politique à plusieurs acteurs. Pourquoi pas Corneille Nangaa? Si seulement il fait un mea culpa, si seulement il demande pardon. Et si seulement il reconnaît ses erreurs, et si seulement il accepte de subir la réprimande du peuple. Parce que le peuple a sa manière de punir. Le peuple a sa manière d'organiser ses sanctions politiques inorganisées. Le peuple a sa façon de frapper. Mais quelle est la vérité cachée d'ailleurs cet audio, selon vous? Mais moi, je n'en sais rien. Totikala Seko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Nous devons décider de enlever tout le galon si nous voulons rebâtir ce grand Congo. Nous devons nous décider d'enlever tout le galon si nous sommes réellement animés par le sens du devoir, l'essentiel même de toute la lutte politique. L'inverse créerait en nous un sentiment de révulsion et même le sentiment de surprise et de colère, ou plus loin, un sentiment de révolte. En ce qui nous concerne, nous essayons de jouer le rôle qui est le nôtre dans la mesure du possible pour éclairer la lanterne en cette période si difficile qui révèle certains hommes épris d'épée et déterminés pour le triomphe de la cause du Grand Congo. Nous sommes donc heureux de vous retrouver. Merci de nous avoir chez vous. Vous êtes bien entendu sur Politikon, la force du détail. Eh bien, il faudra que chacun d'entre nous puisse jouer le rôle qui est le sien pour essayer dans quelle mesure, dans quelle perspective sortir de cette impasse. On va, au cours de ce nouveau numéro, épiloguer sur plusieurs sujets. On parlera de consultation nationale, dont les trains qui est d'ores et déjà en marche, qui ne semble plus s'arrêter. Le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Ebérand de Kolongele, continue
à consulter, différentes composantes passent pour être consultées et déposent par la même circonstance leur cahier des charges sur la question existentielle qui secoue notre pays. Eh bien, il faudra mettre à contribution toutes les intelligences, toutes les forces vives et les forces politiques. Coup de surprise, si on peut l'appeler ainsi, certains acteurs de l'opposition ont été reçus hier. Les cas de l'opposant Moïse Monidela d'Ensemble pour la République qui a été reçu par Ebérandé. Les deux acteurs ont échangé sur plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité dans l'est du pays. Que sous-entend cet état de choses? Est-ce que l'ensemble du Moïse Katumbi est-il trahi? Qu'est-ce que justifie cette situation? Est-ce que la ligne idéologique ou politique de Moïse Katumbi en est à la base? Nous allons nous poser les bonnes questions. Par là, justement, de ces consultations, l'objectif reste-t-il atteignable? Nous allons essayer de voir cela. Et aussi, on va parler du processus de Luanda, bien que le président Joao Lourenço a abandonné la médiation. Les discussions avec les M23 se tiennent ou vont devoir se tenir très loin du continent. Ce sera au Qatar le 9 avril prochain. On en saura un peu plus avec Manix Ienda qui a fait l'amitié d'être sur notre plateau ce matin. Comment allez-vous? Merci beaucoup, je me porte très bien, malgré la fièvre de l'insécurité qui continue de gangréner toute la population congolaise, malgré certaines difficultés des mobilités urbaines, les embouteillages, et malgré certaines réalités de la vie, on tient le coup, on essaye quand même de se porter au point. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, le Congolais du Congo profond, autant pour le Congolais de la diaspora. Les embouteillages dans la ville de Kinshasa, c'est devenu la croix et la bannière. Et que font les autorités au sujet des embouteillages dans la ville de Kinshasa? Malheureusement, les autorités ne réfléchissent pas. Malheureusement, les autorités ne tiennent pas compte dans leur manière de faire le principe de l'adaptabilité. Adapter Kinshasa selon les besoins de l'heure. Kinshasa qui est une grande province en termes de démographie, en termes de population. Elle a plus de 20 millions d'habitants. Alors que Kinshasa, lorsqu'elle a été construite par le colon belge, Kinshasa comme ville, elle a été construite sur base d'une démographie de 500 000 habitants. Mais malheureusement, 64 ans plus tard, nous utilisons la même ville avec une population de plus de 20 millions d'habitants sans créer des nouvelles routes, sans pour autant mettre en place une véritable politique de l'aménagement du territoire, sans avoir une politique de gestion de la population qui accroît chaque année. Et aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'il y ait la promiscuité, qu'il y ait des embouteillages, qu'il y ait un problème d'habitat, qu'il y ait un problème sur le plan de l'environnement, qu'il y ait un problème de santé publique, qu'il y ait un problème d'érosion, parce que les autorités de Kinshasa n'ont aucune politique pour endiguer le problème lié aux embouteillages. Au regard de ce tableau que vous avez essayé de peindre, nous pouvons nous accorder à dire que la ville de Kinshasa n'est pas gérée comme il le faut. Non, mais l'ingouvernabilité est tellement patente. Il y a l'absence de leadership transformationnel. Il y a l'absence de vision de gouvernance. Vous ne pouvez pas gérer une province comme la ville-province de Kinshasa sans avoir un paradigme de gestion, sans avoir une vision de gouvernance claire, sans avoir des politiques publiques efficaces pouvant répondre aux problèmes de la communauté, aux déshydratats de la population quinoise. Malheureusement, les gens qui gèrent Kinshasa
manque cette audace, manque ce courage d'État. Très généralement, on regarde Kinshasa comme une province dépourvue de toutes les richesses. Pourtant, Kinshasa a ses richesses. La première richesse de Kinshasa, c'est sa population. Parce qu'en termes de démographie, Kinshasa est plus grand que le Congo-Brazzaville, plus grand que le Rwanda, plus grand que le Burundi, plus grand que l'Ouganda, plus grand que le Gabon. Et pour de politiques qui peuvent transformer cette population comme une plus-value, comme une valeur ajoutée dans le système économique, en mettant en place, par exemple, le politique d'incitation fiscale pour pousser ces gens-là à payer l'impôt parce que le quinoa font partie des contribuables congolais qui boostent le trésor public national. Et donc, si les politiques quinois, si les autorités quinoises arrivent par exemple à élargir l'assiette fiscale, eh bien, la population sera une véritable contribution pour booster les trésors publics provinciaux. Si Kinshasa arrive, ne serait-ce qu'à construire des industries, la population de Kinshasa sera une main-d'œuvre locale assurée. Si Kinshasa arrive, par exemple, à créer une société de transport fluvial pour permettre les déplacements de quinoa à partir d'Omboudi, la partie la plus navigable, jusqu'à Maluku, eh ben, cette société va générer beaucoup d'argent parce qu'il y aurait beaucoup de quinoa qui vont se déplacer au travers les canaux rapides. C'est une question de politique. Et comment la ville est-elle gérée exactement? Est-ce qu'on a le gouverneur de Kinshasa à qui on fait porter les chapeaux de l'ingouvernabilité de la ville? Est-ce que le fait que Kinshasa soit en même temps la capitale, le siège des institutions, et en même temps on a un gouverneur, ce cocktail ne fait pas bon ménage, ou ce cocktail est-il explosif pour la ville? Non, mais pas du tout. C'est une question de gestion, je l'ai dit, c'est une question de leadership. Tout leader capable, tout leader porteur d'une vision de gouvernance claire peut gérer Kinshasa, peut transformer Kinshasa. Mais il suffit seulement d'avoir un certain nombre de stratégies pour améliorer les conditions de vie de la population de Kinshasa. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, regardez certaines communes. Il y a un véritable problème sur le plan d'habitat. Les constructions ne sont pas faites dans des conditions requises. Vous prenez les cas, par exemple, de la commune d'Ongaba. Une commune, je vais dire, marécageuse. Il y a de l'eau à quelques centimètres du sol. Ça veut dire que si la commune a une bonne politique relayée par les politiques provinciales, on peut utiliser ce que moi j'appelle les recensements immobiliers. Ça veut dire on va répertorier d'abord qui sont porteurs de titres immobiliers de manière régulière au niveau de la commune d'Engaba, on les recense et l'autorité provinciale va procéder par la démolition de toute la commune. Mais en attendant, vous créez ce qu'on appelle les maisons intermédiaires. Pratiquement, on peut prendre le modèle des maisons préfabriquées. Vous prenez toutes ces personnes qui ont de titres régulièrement inscrits et vous le mettez en attendant dans des maisons intermédiaires. Entre-temps, la ville-province reconstruit la commune d'Ongaba. Par exemple, avec un nouveau plan, on vient dans une concession où vous avez votre titre immobilier. On casse la maison, on détruit votre maison. Et on construit par exemple un immeuble de 6 niveaux. Et dans cet immeuble de 6 niveaux, vous-même en tant que propriétaire ou porteur du droit sur la concession, on vous donne par exemple les 2 premiers niveaux. Et les 4 restants niveaux qui restent, c'est devenu carrément les biens propres à l'État, à la province. Et c'est par là que la province peut créer ce qu'on appelle des logements sociaux. C'est par là que la province peut se transformer comme une bailleresse avec ses locataires qu'on appelle la population quinoise. C'est une question de stratégie. On peut réurbaniser certaines communes et je dirais même certains quartiers. Parce qu'on n'a pas la capacité de rendre adaptable toute la ville-province de Kinshasa
compte tenu de l'insuffisance de moyens non disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre par exemple la ville de Gombe comme une commune modèle, commune pilote. Ici à Gombe, on peut même créer des péages urbains pour que tout le véhicule qui accède dans la commune de Gombe paye ne serait-ce que 2 $. Entre-temps, on va élaguer certains véhicules qui ne répondent pas aux critères et aux qualités techniques, notamment le bus, les 207, les YAS. Entre-temps aussi, les péages urbains vont mobiliser beaucoup d'argent. Est-ce que le problème est à la lié au commune. fond? Mais c'est un problème des visions, je le dis. Tout ce que je dis constitue un modèle de gouvernance à proposer à ceux qui gèrent malheureusement la ville-province de Kinshasa. Vous prenez par exemple certains quartiers comme Macampagne, Joli Parc, Mbinza Pigeon, GB, Cité Verte, Rigini, Mama Mobutu, Plateau de Professeurs. C'est des quartiers qui ont des basiques sur le plan de l'urbanisation. Il suffit seulement de réhabiliter les routes. Allez regarder l'état des Mbinza Pigeon aujourd'hui. Pourtant, Mbinza Pigeon faisait partie des capitales, des quartiers modèles. Ma campagne aujourd'hui, allez regarder l'état de ma campagne aujourd'hui. Les plateaux de professeurs, là où vivent les savants de la République. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau. Il n'y a pas d'éclairage public. C'est inconcevable. Donc ça veut dire, aujourd'hui, il faudrait que les autorités quinoises essayent de revenir un peu dans le bon sens et voir comment est-ce qu'ils peuvent proposer des solutions aux problèmes de la population quinoise. Très bien, merci Malik Seyenda. Peut-être prochainement, on prendra tout le temps pour nous apaisantir essentiellement sur la gestion de la ville de Kinshasa en tant que ville et puis en tant que province, puisqu'en tant que ville, on voit qu'il y a une nette différence avec ce qui s'est fait peut-être à Goma, à Lubumbashi ou partout ailleurs. Mais autant avec le complément même des entités territoriales décentralisées, les cas de la commune, je finis par là. Est-ce que vous savez que la commune mobilise beaucoup d'argent? Est-ce que vous savez que la commune... Vous militez depuis un moment pour faire revenir la gestion au niveau de la base, malheureusement, que les communes participent. Malheureusement, je prêche dans un désert. Personne ne m'écoute. Parce que les politiciens congolais n'ont aucune vision sur la gestion de collectivités locales. Regardez même tous ces partis politiques. Quels sont les partis politiques qui présentent un projet de société, une vision de développement sur le plan de la gestion de communes? Pourtant, nous tous, nous habitons dans nos communes. On en a 24, ça pourrait être un atout. Encore que ces communes bénéficient d'une autonomie et administrative et financière. La commune prélève des taxes sur l'entité communale. Où va cet argent? Où va cet argent? Et si vous prenez les formalités administratives, perte de pièces, on paye l'argent. Acte de décès, on paye de l'argent. Acte de naissance, on paye de l'argent. Certificat de mariage, tout le vendredi et samedi, la commune célèbre de mariage. Cet argent serve en quoi? Et c'est ça le grand problème. Vous imaginez que si la commune arrive ne serait-ce qu'à construire une école pendant le mandat d'un bourgmestre, ça veut dire, si on fait le calcul, on aura dans un mandat d'un bourgmestre au moins 24 écoles construites en raison de 24 communes qui existent dans la ville-province de Kinshasa. Vous et moi, nous habitons dans nos communes. Pourtant, la loi sur la gestion des entités territoriales nous dit que chaque commune doit présenter son budget communal chaque année, chaque exercice budgétaire. Vous connaissez le budget de votre commune? Pas du tout. Est-ce que vous savez que la commune peut avoir des parts sociales dans une entreprise? Est-ce que vous savez que la commune peut créer une entreprise? Est-ce que vous savez que la commune peut créer sa propre société de transport communal? L'équivalent du transport national, on peut créer le Transcom, transport communal, pour assurer la question de mobilité communale, mais aussi créer de l'emploi au niveau de la commune et renflouer davantage les trésors publics communaux. Avec la mise en place de conseils communaux, malheureusement, ça donnait une certaine lueur d'espoir. Malheureusement, leur installation et fonctionnement jusqu'à ce jour, et même leurs émoluments posent problème. Mais si déjà le fonctionnement des conseils communaux pose problème, mais comment la commune va fonctionner?
Parce que c'est le conseil communal qui est l'équivalent d'un organe délibérant au niveau de la commune. C'est ces conseils qui contrôlent l'exécutif communal. Le bourgmestre adjoint, ainsi que le 2 échevins qui accompagnent l'exécutif communal. Parce que c'est les conseils communaux qui élaborent le plan du développement communal. Mais si les conseils communaux n'existent pas, comment la commune peut fonctionner? Et même ceux qui gèrent la commune, le bourgmestre, ils sont redevables à qui? Qui le contrôle? L'argent qu'ils génèrent au nom de la commune, cet argent fait quoi au bénéfice de la commune? Il y a bien de questions et je crois que le politique doit s'intéresser aussi sur la question de la gestion des entités territoriales décentralisées. On ne crée pas un parti politique pour aller seulement à la conquête d'un poste ministériel au niveau national ou pour conquérir la fonction du président de la République. Vous pouvez créer aussi un parti politique juste pour vous limiter que sur le champ de la conquête du pouvoir au niveau local. Merci. Parce qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je crois qu'on reviendra avec ample détail pour développer sur cette question de la gestion des entités territoriales décentralisées. Volontiers, on le fera sur cette question assez cruciale dont on n'en parle pas assez. Allez, on va parler de l'actualité. Les consultations nationales sont à court sous la houlette du conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberande Kolongele. On en est à la deuxième semaine. Avant de parler de ce que nous présente le première carte ou le premier résultat de ces consultations, parlons d'abord de l'objectif. Ces consultations précèdent la mise en place d'un gouvernement de large union nationale. Pour vous, Manix Yenda, vous êtes leader et vous êtes à la tête de votre propre mouvement politique. Est-ce que l'objectif reste atteignable à ce jour? Bon, je ne peux pas dire que l'objectif est atteint à ce jour parce que les consultations ne sont pas encore finies. On est en cours de consultations politiques. C'est après ces consultations que nous verrons si le gouvernement de large cohésion nationale, même si je ne suis pas d'accord avec ces concepts, serait créé. C'est après... À la place de l'Union nationale, vous préférez quoi? Non, mais moi, je préfère un gouvernement de crise ou un gouvernement de guerre. Parce que ici, l'objectif... La différence, c'est à quel niveau? Non, mais un gouvernement de cohésion nationale a pour objectif renforcer davantage notre solidarité, convivialité, fraternité et concorde nationale. Mais pourtant, un gouvernement de crise a pour objectif numéro 1, restaurer la paix, récupérer les territoires occupés, assurer l'intangibilité de nos frontières et garantir l'intégrité du territoire congolais, arrêter l'hémorragie de l'insécurité dans la partie Est et protéger la population congolaise. C'est ça un gouvernement de guerre et c'est ça un gouvernement de crise. Mais qu'à cela ne tienne, même s'il faudrait rester dans cette hypothèse. Est-ce qu'en parlant du gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale, n'a-t-on pas d'une manière ou d'une autre ou implicitement trouvé la cause de cette rébellion ou à répétition ou de cette guerre qui nous est imposée justement? Non, mais le problème de la division nationale est un problème secondaire et non un problème principal. Ça fait partie des problèmes. Secondaire en quel sens? Non, mais ça fait partie des problèmes. Les Congolais ne sont pas assez divisés. Les pays n'est pas balkanisé. Nous restons attachés indélébilement avec nos valeurs. Un pays uni, mais diversifié par ses cultures, ses ethnies et ses tribus, ses langues et ses traditions, ses us et coutumes et ses pratiques. C'est ça le Congo. L'unité dans la diversité. Mais puisqu'on parle de l'unité au sein d'un gouvernement, je suis allé aux consultations politiques. Vous y avez été reçu? J'ai été reçu et j'ai discuté avec le conseiller spécial en matière de sécurité chargé pour cette question de consultation politique. Vous lui avez expliqué ce que vous ne comprenez pas? Je lui ai proposé d'abord la question de la taille et les formats du dit gouvernement. J'ai proposé une taille de 26 ministres en raison de chaque ministre par province. Et c'est la véritable symbolique
de l'unité nationale. Voilà. La deuxième proposition, j'ai proposé au conseiller spécial que ces 26 ministres membres du gouvernement de crise ne soient pas payés, qu'ils n'aient pas droit à un salaire. À la limite, une prime de guerre serait possible. Et cette prime de guerre serait équivalente à la même prime qu'on donne à un général au front. Parce que le pays est dans une situation de guerre. Parce que le pays, à ce stade, a besoin de réduire sensiblement les trains de vie des institutions de la République. C'était ça mes propositions. Et enfin, j'ai proposé que la primature revienne à la responsabilité de la jeunesse congolaise et qu'il y ait un quota en termes de 30% de la participation de la jeunesse congolaise dans ces gouvernements de crise. Parce que dans une situation de crise, nous avons besoin des hommes à situation. La jeunesse a affûté ses armes, est-elle suffisamment préparée à relever ces défis de l'heure? Non, mais qui est au cœur de ces enjeux d'ordre sécuritaire si ce n'est pas la jeunesse? Lorsqu'on demande le recrue au sein de l'armée congolaise, qui vont renforcer l'effectif de l'armée congolaise? N'est-ce pas le jeune Congolais? Est-ce que c'est le vieux qui vont au front? Les Ouazalendo, c'est les vieux? C'est la jeunesse. Lorsqu'il fallait faire une descente, un assaut sur le terrain pour faire une pression à la passivité de la communauté internationale, les ambassades accréditées au Congo, vous avez vu le vieux? Est-ce que c'est une question de représentativité ou de jeunes et vieux, ou c'est une question de compétences? Les pays menacés. C'est une question de ténacité. Des matières grises qui puissent être à même de porter ce grand fardeau. C'est une question de ténacité. Et comment vous définissez jeune? C'est une question de sursaut patriotique. Comment vous définissez un jeune? C'est une question de courage étatique. C'est une question de l'audace républicaine. C'est une question de sacrifice suprême. C'est une question d'abnégation, d'engagement et de l'amour de la patrie. C'est une question d'une détermination. Et les jeunes sont déterminés. Et à ce stade, il faudrait que la primature soit remise entre les mains de la jeunesse congolaise. Mais ça, vieux comme jeune, peut avoir ses atouts. Non, mais les problèmes que nous avons aujourd'hui, la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de nos aînés, à cause de vieux, qui ont créé des accords avec le M23, le vieux, qui ont permis que le Rwandais infiltre l'armée et les services publics de l'État, le vieux, qui détourne le fonds public de l'État, le vieux, qui nous amène la mauvaise gouvernance au niveau de l'État, les vieux, qui sont incapables de protéger l'intégrité territoriale, le vieux, qui ont créé de l'insécurité au pays, c'est le vieux. Maintenant, vous voulez que dans cette période, continuer de faire confiance à nos aînés. Mais non, il y a un moment où vous travaillez, il y a aussi un moment où vous pouvez vous reposer parce que nous aurons besoin de ces vieux simplement comme de consultants politiques. Ils seront là comme de sages. J'aimerais un peu comprendre, quand vous parlez du jeune, comment vous définissez un jeune? Et quand vous essayez de parler du vieux, qui est-il exactement? Est-ce que vous les définissez par rapport au système qui nous a fait inclure dans cette situation que nous vivons actuellement? Je définirais le jeune... Par rapport au système? D'abord par rapport aux âges. OK. Premièrement. Par rapport au dynamisme, par rapport à la capacité, par rapport à l'énergie à dégager. Aussi, je vais définir la jeunesse par rapport au sens de l'initiative. Aussi, je vais définir le vieux par rapport à l'incapacité de produire. Parce qu'un vieux, en réalité, est un ménopausé politique. Un ménopausé politique est tout celui qui n'est pas capable d'enfanter ne serait-ce qu'une idée nouvelle pour la construction de ce pays. Les vétérans politiques. Ça, ce n'est pas une question d'âge, Manix. Les politiciens de troisième âge. C'est aussi une question d'âge, mais aussi c'est aussi une question des capacités. Nous avons besoin de la jeunesse. En parlant de l'expérience, il y a bien de jeunes
qui sont porteurs de diplômes universitaires que plusieurs aînés. Il y a bien de jeunes qui ont de l'expérience dans la gestion même de la chose publique de l'État que plusieurs vieux. Dans ces pays, Vous on savez connaît l'histoire des l'erreur. diplômes. L'erreur. Est-ce que Non, mais ce serait là un élément sur lequel s'arc-bouter? Parce que dans ces pays, on a connu plusieurs Non, mais ça fait partie. types, Ça fait plusieurs par- personnes avec de gros diplômes, mais dans la pratique, dans le résultat, c'est... on Non, passe mais à côté. ça fait partie des éléments. OK. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui va changer les choses. Et pour cette jeunesse, il faudrait qu'elle soit revêtie, d'un caractère d'indépendant d'esprit. On a besoin d'une jeunesse qui doit couper sa main tendue vis-à-vis des aînés pour demander à tout moment. On a besoin de jeunes qui sont capables de dire oui quand il faut dire oui et de dire non quand il faut dire non. C'est parce que j'ai été indépendant d'esprit tout en soutenant le président de la République, j'avais dit non au changement de la Constitution. C'est ça l'indépendance d'esprit. Nous avons besoin d'une jeunesse citoyenne, celle qui connaît ses devoirs et ses responsabilités vis-à-vis de l'État. Une jeunesse qui respecte les lois de la République. Nous avons besoin d'une jeunesse élite, celle qui conçoit les déficits socio-économiques de son pays comme un véritable combat, mais un combat à gagner. Nous avons besoin d'une jeunesse responsable et consciencieuse. Nous avons besoin d'une jeunesse intellectuelle, celle qui sera en mesure de créer des hypothèses, des solutions devant chaque problématique de la société pour envisager des réponses idoines aux problèmes de la communauté. Et parlant de vos échanges avec Ebérandé, justement, s'est-il montré réceptif à vos propositions? Non, mais il a fait son travail. Ebérandé n'est qu'un relais. Ce n'est qu'un porte-parole du président de la République. Il porte le mandat du président. Il a pris acte de toutes nos propositions. Et il nous a promis qu'il va transmettre ces propositions scrupuleusement au président de la République. Et après, c'est au président de se décider. Mais seulement, moi, je demanderais au président Tshisekedi de ne pas commettre la même erreur qu'a commise Joseph Kabila. S'il y avait des gens qui pouvaient redresser ce pays, s'il y avait des gens qui pouvaient renouveler la classe politique congolaise, s'il y avait des gens qui pouvaient faire souffler un nouveau vent au sein du microcosme politique national, Joseph Kabila fait partie. Il était président de la République à 29 ans, jeune. Mais malheureusement, Joseph Kabila n'a pas pactisé avec le jeune. Il a composé avec le jeune. Non, il n'a pas composé avec le jeune. On connaît les Steve, que dis-je, Kambinga. Non, jeunes c'est des comme, cas, s'il vous plaît. Kisombe. S'il vous plaît, c'est Il des y en cas. a, il y a des cas c'est comme ça, des il y en a cas- légion. C'est des cas très isolés. Prenez Kabila même comme la locomotive d'une formation politique, le PPRD. Pendant le 18 ans de Joseph Kabila à la tête du PPRD, vous pouvez me citer ne serait-ce que 2 ou 3 jeunes du PPRD qui ont été nommés ministres. À la limite, Papi Pungu, président de la structure Jeune Leader qui a été nommé Ancien ministre ministre des Hydrocarbures. par Tshisekedi. Moussa Mondo, vice-ministre des Hydrocarbures, jeune du PPRD, qui a été nommé malheureusement par Tshisekedi. Citez-moi ne serait-ce que 2 ou 3 noms de jeunes du PPRD nommés par Kabila. Ça n'existe pas. Parce que Kabila n'avait aucune vision, n'avait aucun projet sur le jeune pour la refondation de l'État. Voilà pourquoi Kabila a échoué. Et Tshisekedi Est-ce que semble... il ne s'en est pas rendu compte au fil du temps aujourd'hui, lorsqu'on voit la formation politique PPRD, tout comme le FCC, sa plateforme politique, il y a de plus en plus de jeunes qui subliment les débats politiques, comme vous le faites d'ailleurs avec hargne et ardeur. Est-ce qu'ils ne s'est pas rendu compte et ils essaient de s'inscrire dans une nouvelle dynamique? Non, mais il va se rendre compte après la gestion. Ouais. La question, est-ce que Kabila reviendra encore à la tête du pays pour corriger ses erreurs? Il garde ses intentions de revenir au pouvoir. Non, mais est-ce que Il ce est serait disponible possible? de travailler de toutes les Et manières s'il possibles ne revient pas? pour le retour de la paix. S'il ne revient pas, donc, ces erreurs ne seront jamais corrigées. Aujourd'hui, qui tiennent le cœur du PPRD? Le jeune. Qui sont au front politique? Le jeune.
Qui travaille pour l'image de Joseph Kabila actuellement? Les jeunes. Mais entre-temps... Sur ce point-là, Tshisekedi fait la différence par rapport à Kabila. Bon, en fait, le comble, c'est que le président Tshisekedi essaye de corriger les erreurs de Joseph Kabila du point de vue de choix des jeunes, mais sans avoir une vision structurée. Mais qui se révèle être catastrophique. Sans avoir une vision structurée. Parce qu'avec le jeune, il faut avoir un projet. Avec des jeunes, il faut faire des projets, programmes. Il faut le préparer. Il faut le préparer. Et il faut avoir des projets qui pourraient se réaliser avec l'expertise et la compétence de cette jeunesse. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons un secteur très fructueux, celui des gaz et pétrole. Mais à peine, nous avons des ingénieurs en gaz et pétrole. Ça veut dire, si le pays est sérieux, le pays peut faire de contrats programmes avec les universités pour former en un temps record un certain nombre d'ingénieurs. C'est une question de vision. Ici, regardez dans un centre électronique de Kinshasa, ici qu'on appelle communément Beautour. Il y a des réparateurs de téléphones, des ordinateurs, de tablettes, essentiellement de jeunes. Mais ils le font avec des capacités autodidactes, sans avoir une formation. Si le gouvernement avait une vision, qu'est-ce qu'il allait faire? On prend ces jeunes, on le forme. Pendant qu'ils sont en formation, on équipe le Beautour des matériels pour la réparation électronique. Et lorsque ces jeunes vont revenir, ils seraient considérés comme une valeur ajoutée pour la société. C'est un exemple C'est ça avoir, de ce que vous avez. c'est ça avoir une vision sur la jeunesse. Moi, président de la République, je veux avoir un nombre suffisant de jeunes à affecter dans l'armée, dans le service des renseignements, dans la justice, dans l'administration et même dans la politique. Et 5 ans plus tard, après que ces jeunes aient été formés, lors de votre deuxième mandat, vous responsabilisez maintenant ces jeunes parce qu'ils ont déjà la formation. Et là, on ne sera pas étonné de voir un général de l'armée, un jeune de 30 ans. C'est possible. De voir un premier ministre, un jeune de 26 ans. C'est possible. De voir un magistrat, un jeune de 35 ans ou de 40 ans. C'est possible. C'est ça la refondation de l'État. C'est ça avoir un projet sur la jeunesse. Mais le président Tshisekedi, malheureusement, il nomme le jeune pêle-mêle, sans tenir compte de leur capacité, de leur background, de leur expérience, de leur probité morale, de leur discipline et même de leur passion pour le Congo. Et dans le pêle-mêle, il est très difficile d'obtenir les résultats escomptés. Allez, Monsieur le Président, nous espérons que vous tomberez sur cette émission ou l'un de vos collaborateurs ou conseillers, allez, qu'il puisse vous faire parvenir cette vidéo. Manix Yenda, et on ne peut plus clair sur cette question. Il faut responsabiliser les jeunes, mais avant tout, les préparer et leur confier un contrat de performance comme font le club. Moi, je dis, mais les clubs sont le meilleur type d'organisation que même certains États. Exactement. Puisque là, il y a le contrat de performance. Exactement. Il faut le faire avec les jeunes. Vous avez parlé là, l'une des caractéristiques d'un jeune, c'est le dynamisme et le résultat. Et la productivité. Exactement. C'est assez important. Allez, nous allons continuer. Maintenant, l'objectif est lequel? Pendant une minute, l'objectif de ces consultations, est-ce que c'est celui de rassembler un plus grand nombre de Congolais autour de l'idéal ou en débaucher plusieurs auprès des partis politiques de l'opposition, comme c'est le cas au regard de ce que nous avons vu et ce à quoi on a assisté dans la journée d'hier? Moi, je pense que l'objectif de ces gouvernements de crise, appelés autrement gouvernements de large cohésion nationale, c'est la restauration de la paix. C'est la récupération de territoires occupés. C'est assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et après, il y a aussi le besoin socio-économique qui se pose. Il faudrait résoudre le problème social de la population congolaise. C'est ça les 2 objectifs majeurs. Après, le reste n'est que secondaire. Et dans un gouvernement de crise,
il faudrait que la gestion de l'État soit une gestion exceptionnelle. Et c'est comme ça que je propose même l'idée que le budget national soit divisé. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube. Gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. Divisé par 2. Si nous avons 18 milliards, il faut que le 9 milliards soit affecté pour l'armée congolaise. Parce que nous sommes dans une gestion particulière. Et d'ailleurs, je proposerai aussi l'idée de mettre en place, au lieu d'un budget national classique, mais nous mettons en place ce qu'on appelle le budget programme. Ça veut dire la répartition de chaque rubrique budgétaire destinée pour les institutions, les ministères, mais cette fois-ci que la répartition de parts budgétaires ne soit pas réservée pour les institutions, mais plutôt pour le programme. Ça veut dire que chaque institution doit avoir un programme pour que le fonds lui soit alloué afin d'exécuter les 10 programmes. Parce que nous sommes dans une phase d'urgence, dans une gestion d'exception. Et dans un gouvernement de crise, tout ministre qui tomberait dans un cas de détournement des deniers publics, il doit être condamné à mort et au besoin exécuté, si pas par pendaison, par chaise électrique, si pas par chaise électrique, par piqûre médicale, si pas par piqûre médicale, il doit être fusillé. Parce que nous sommes dans une gestion exceptionnelle. C'est incompréhensible dans une phase de guerre où il y a certains Congolais qui continuent de voler l'argent de la République, de détourner les deniers publics de l'État, pendant que le pays a besoin de l'argent. C'est inconcevable. Vous avez insinué les cas d'un jeune, même si vous ne voulez pas citer son nom. On parle des opposants qui ont été reçus. Mon idée là en fait partie. Il a été reçu par Ebirande. Est-ce qu'ensemble se voit trahi? Qu'est-ce que justifie ces tas de choses? Est-ce que la ligne idéologique ou même politique de Katumbi en est la base? Bon, je ne voudrais pas trop m'appesantir sur Moïse Monidé là, mais il serait d'ailleurs une conséquence logique par rapport à ma réflexion. Laissez-moi m'appesantir sur le cas d'un jeune, Janolo Pepe, le jeune du PPRD, le jeune du Front commun pour le Congo, qui a été reçu par le conseil spécial du président. Le FCC dit ne pas le reconnaître. Mais oui, mais que le FCC ne le reconnaisse ou pas, au moins dans la liste des gens qui ont été reçus par Ebirande et Kolongele, on a cité le FCC. Et cela n'est pas nouveau. Hein? Jeannot Le Pepe n'a pas inventé la roue. Jeannot Le Pepe n'a pas commis un crime, moins encore un péché. Jeannot Le Pepe a simplement, d'abord, privilégié l'intérêt national. Jeannot Le Pepe a fait ses calculs politiques au bon moment pour obtenir ses résultats si possible. Mais Moutamba l'avait fait. Vous oubliez vite. Lorsque le FCC, le PPRD avait récusé la composition de membres de la CENI, Moutamba et Agé Matembo étaient partis comme composantes du FCC. C'est du réalisme politique. Mais c'est du réalisme politique. Tout à l'heure, vous venez de citer les cas de Moïse Monidé, là, pourquoi on n'en parle pas? Si Moïse Monidé là est allé pour le nom et le compte du parti Ensemble, cela voudrait tout simplement dire que Ensemble a été reçu aux consultations politiques. Pourvu que vous soyez mandaté. Non, mais pourvu que vous ayez l'identité politique de votre formation politique. Mais un parti, ce n'est pas la jungle.
Non, mais Un parti, c'est la discipline. un parti, c'est c'est aussi le l'ordre. sursaut Est-ce patriotique. qu'en faisant tout ça, vous n'essayez pas d'obstruer la marche ou même l'objectif qui est celui de parvenir à la cohésion nationale en passant par des débauchages, on peut qualifier ainsi? Vous imaginez, puisque vous parlez d'un parti politique n'est pas une jungle. Comment un parti politique peut interdire aux citoyens congolais, membres de son parti, de se prévaloir de leurs droits civiques et politiques? Le PPRD qui interdit à ses membres de ne pas se faire enrôler. Ça, c'est un acte citoyen ou pas? Et lorsque un membre du PPRD dira non à cet ordre mal donné, ces membres-là commettra un crime? Je ne Ordre pense mal pas. donné à quel sens? Puisque Mais vous ne c'est- pouvez pas c'est à interdire quoi à on a un Congolais, assisté bien que membre de votre parti en politique, décembre dernier. d'avoir la carte d'électeur. Ce n'était pas des élections. C'était une parodie d'élections. Vous serez d'accord avec moi dans l'organisation, dans la technique, dans tout ce qui a été fait. Ces élections n'ont jamais mis d'accord, même au sein de l'Union sacrée. Donc vous appelez les élections de 2023 comme des parodies d'élections? Alors voulez-vous crédibiliser les élections de 2018 organisées par Joseph Kabila? Où est-ce que vous mettrez Pourquoi les quand on vous met s'il vous face plaît? à vos responsabilités, Non, mais où est-ce vous que revenez sur non, ce qui a été Non fait mais je sous reste Kabila? sur le parallélisme. Nous parlons de résultats Non mais de nous la parlons gouvernance aussi des sous faits Tshisekedi. croisés et nous devons comparer le fait. Mais pourquoi vous êtes incapable de reconnaître aussi les parodies d'élections organisées par Joseph Kabila en 2018? Nous avons évolué. Nous ne sommes plus en Non mais 2018. reconnaissez-le Nous sommes d'abord. en 2025. Reconnaissez-le d'abord et puis on va évoluer. Vous ne pouvez pas vouloir reprocher quelqu'un sur le même fait dont vous êtes responsable. Il y a eu quelques Ça ne cas tient pas la d'irrégularité en 2018 ou même en 2011. Non mais d'ailleurs, Jusqu'à trouver des machines entre le maître des individus, non mais c'est de l'inédit. il n'y a pas c'est du eu jamais vu. il n'y a pas eu un grand scandale électoral dans l'histoire de ce pays comme celui de 2018. On organise les élections, un président est élu et quelques années plus tard, les présidents de la CENI, c'est lui qui a organisé les élections, revient devant le peuple pour dire au peuple que celui que vous avez vu là n'était pas élu. Mais ça, c'est scandaleux. Un président élu dont vous avez longtemps rejeté son élection et par alchimie, aujourd'hui vous êtes en train de le soutenir. En fait, le problème, c'est que comment Corneille Nangaa, président de la CENI, comment Joseph Kabila, président de la République à l'époque, peuvent permettre que la souveraineté électorale de Congolais soit détournée. Les voix des Congolais ont été trichées, ont été détournées. Et ils les disent à ciel ouvert. Malheureusement, ils viennent encore pour solliciter le suffrage de crédibilité auprès de ces mêmes peuples qu'ils ont escroqués. Vous accordez foi à ce que dit un rebelle? Non. Je reste logique et cohérent. Ce n'est pas mes propos. Kabila n'a jamais dit que celui qui est là n'a jamais été élu. C'est les propos. Bien que vous l'avez combattu au début lors de sa prise de pouvoir. C'est les propos d'un ancien Kabila président de la reste Commission logique électorale et nationale. continue à appeler même le chef de l'État actuel président de la République. Ça, ce n'est pas. Ce que Nangaa dit n'engage que Corneille Nangaa. Malheureusement, sur ces plateaux, vous donnez l'impression d'accorder du crédit à ce que dit Nangaa. Non, mais j'accorde du crédit à un ancien président de la CENI qui a proclamé un candidat élu. Qui est et dans quelques une années voie plus de la tard- perdition. Non, mais vous le regardez d'abord comme un rebelle, mais moi, je le regarde comme un ancien président de la CENI. Parce que lorsque Nangaa parle des élections, il ne parle pas des élections comme un rebelle, il parle des élections comme un ancien président de la CENI. Et un ancien président de la CENI qui a proclamé un candidat, quelques années plus tard, il dit « ce candidat n'a pas été élu ». Ça, c'est scandaleux. Peu importe, c'est une question de... Non, mais vous ne pouvez pas dire peu d'honnêteté. importe. C'est une Ça, c'est question quand même très grave. de crédibilité. Est-ce qu'à ce jour est-il crédible? Mais est-ce Un que... pasteur qui s'est égaré et Ouais. qui revient à la chair ou qui revient à la charge pour donner ses sermons, il reste-t-il crédible? Est-ce que si Nangaa n'est pas crédible, Kabila serait crédible? Oui. Non. Le sondage le Ah prouve. ben, vous voulez dire que le fait pour Nangaa de détourner le scrutin, les voix du peuple, Kabila n'en était pas au courant. C'est ce que vous voulez dire. Vous dites que Kabila est cohérent.
Que je mais sache, s'il vous plaît, Kabila s'il vous plaît. n'a jamais été président de la CENI. Vous dites que Kabila est cohérent. N'imputez pas à Kabila ce que Nanga a fait. Vous dites que Kabila est... Encore que Kabila ne dénonce pas hein, les déclarations de Nanga. Kabila ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Vous dites que Kabila est cohérent. Comment Kabila, cohérent qu'il est, il peut crédibiliser la démarche du M23 aujourd'hui qu'il considère comme porteur des aspirations du peuple, alors que le même M23 l'a combattu pendant qu'il gérait ces pays pendant 18 ans. N'a-t-il pas raison? Deuxième élément. Qui a fait ressusciter le M23? Non mais vous me posez des questions qui ne Tout cadrent est même parti pas avec de là. ce que... Non mais Hein? ce n'est même pas ça le Et problème. pourquoi on se met autour d'une même table avec le M23 mais aujourd'hui? si le M23 était hier l'ennemi des Kabila, comment le M23 peut devenir aujourd'hui porteur des aspirations nationales? Les motivations de ce conseil ne sont pas les mêmes. Ah, donc le M23 se sont convertis après Kabila. Aujourd'hui, ils sont porteurs des aspirations du peuple. Vous les avez réveillés. Deuxième élément qui atteste le manque de logique de Joseph Kabila. Parce que vous le traitez de cohérent et de logique dans sa manière de faire. Comment celui qui a géré un pays et un peuple pendant 18 ans peut interdire à un autre pays d'accompagner la RDC pendant une situation de guerre? J'ai vu le communiqué de Kabila, j'ai eu des larmes aux yeux. Non, c'est pas Kabila, non, mais il interdit à l'Afrique du Sud de ne pas porter sa main de contribution et de soutien à la RDC. Nous devons RDC. être à mesure de gérer nos problèmes à l'interne. Mais ça veut dire quoi? Pendant qu'il y a un État qui veut porter son aide à la RDC, un État agressé. Vous vous dites, non, on n'a pas besoin des aides parce que nous devons résoudre notre problème nous-mêmes. Donc si l'Afrique du Sud n'est pas intervenue dans les affaires du Congo, dans la rébellion de l'Est, c'est parce que Kabila a accordé cette interview. Je me dis Kabila est plus fort que l'État congolais. Mais tout le temps, vous faites des raccordements frauduleux. Vous voulez à tout prix dédouaner Joseph Kabila dans ses responsabilités. Mon frère, moi je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, pour moi, les hommes les plus dangereux de ce pays, c'est Joseph Kabila, parce qu'il a échoué. C'est Félix Tshisekedi, parce qu'il a échoué. C'est Corneille Nangaa, parce qu'il a créé un scandale. C'est des gens que je ne peux jamais considérer comme un modèle. Ça, je vous le dis franchement. Kabila Tshisekedi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Comment Kabila peut échouer et en même temps avoir un Premier ministre dont tout le monde parle aujourd'hui? Lesquels? Ses exploits. Vous parlez de quel tout le Premier monde ministre? le sait. Je parle de Bata Tampogno, votre ancien leader au sein de LGD. Vous avez cru en ses idéaux, en sa vision? J'avais cru à la vision du LGD et non la vision d'un Premier ministre, d'un ancien Premier ministre. Encore que la vision du LGD n'est qu'une vision. Dont lui est le président. Non mais je ne refuse pas, il est le président du LGD, je ne le récuse jamais sa qualité du président national du parti. Mais encore que, entre la vision et l'homme, il y a une grande démarcation. Quelqu'un qui vous parle de la bonne gouvernance, mais qui n'arrive pas à respecter les textes qui en réalité constituent les soubassements de la bonne gouvernance, moi je ne l'appellerai pas porteur ou artisan de la bonne gouvernance. Vous parlez des Félix actions... Tshisekedi que vous soutenez aujourd'hui, quelle est sa vision? Non mais je viens de dire tout à l'heure que Félix Tshisekedi a échoué. C'est ça mon honnêteté, c'est ça ma liberté d'esprit, c'est ça mon indépendance d'esprit. Et beaucoup n'ont pas malheureusement. Il a échoué dans quel secteur exactement? Dans tout le secteur, comme Kabila a échoué dans tout le secteur. Aujourd'hui, a interconnecté le Congo. Non, mais c'est vous Kabila a qui le dites. réunifié les pays. Kabila a interconnecté. Beaucoup de choses plaident dans sa mais faveur. vous racontez des histoires, mon frère. Kabila a interconnecté le Congo. Ça, c'est quand même très grave. Ça veut dire que la population de Mbandaka... Je sais de quoi je parle. Ah, mais oui, mais moi, je vous donne maintenant le fait et je vous mets devant un fait accompli. Ça veut dire qu'un citoyen de Mbandaka peut quitter Mbandaka pour aller à Goma par la voie interconnectée entre Mbandaka et Goma. C'est ce que vous voulez dire. Donc, on peut quitter par la voie routière à Kinshasa et arriver à Kisangani parce que Kabila a interconnecté Kinshasa-Kisangani. Non mais, mon frère, on n'est pas de dupes. Nous sommes des Congolais. Nous sommes témoins de toutes nos réalités. Kabila a échoué, Tshisekedi a échoué. Il faut à la limite une nouvelle alternative pour sauver le Congo du bourbier des désespoirs. Qu'est-ce qui vous fait croire que Tshisekedi réussirait en mettant en place le gouvernement des crises, comme vous essayez de l'appeler? Non mais déjà, je ne crois plus.
Je ne crois plus parce qu'il a échoué. Mais seulement, la seule recette que Manix Yenda a proposée pour la constitution de ce gouvernement de crise, j'ai dit donner la jeunesse la primature et que dans ce gouvernement, qu'il y ait 26 ministres et que ce gouvernement ne soit pas payé. Un gouvernement avec un premier ministre, je me dis, à moins qu'il ait... Moi, premier ministre dans ce gouvernement, du pouvoir, non, nous, le marge de manœuvre, si le jeune... Pour impacter ou faire implémenter sa vision. Si nous, le jeune, nous prenons la primature, on ne va pas rester ici à Kinshasa. On va porter les tenues de l'armée nationale. On sera au front. N'oubliez pas que c'est la vision du chef de l'État qui sera mise en programme et défendue devant le Parlement. Et la vision du président de la République dans le cadre d'une vision des gouvernances proposées par le gouvernement devient une vision concertée entre le président de la République et le gouvernement. Il y aura donc une concertation de vues entre le Premier ministre jeune qui sera nommé par le président de la République avec le président de la République pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité qui infeste la partie Est. Quel avantage aura ces jeunes pour ne pas tomber dans le piège de tous les ministres qui se sont succédés à la primature, Jean-Michel Samalou Kondé, Judith Souminois, sur qui s'exerce une forte pression pour son départ après le décès du policier Kabea, à qui nous adressons nos vives condoléances. Au sein de l'opinion, on dit que ce décès est intervenu à la suite de coups qu'il aurait reçus de la part de gardes rapprochés de la Première ministre. Qu'en pensez-vous? D'abord, dans ce sujet, il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de manipulation et il y a beaucoup de spéculation. Et même, je dirais, il y a beaucoup de haine. Parce qu'on sent une sorte de lynchage politique contre la Première ministre Judith Souminois. Beaucoup de lynchage médiatique. Ce n'est pas normal. On parle de la Première ministre. Chaque autorité en matière de sécurité de cortège, l'autorité lorsqu'il sort ou lorsqu'il est dans un cortège, lorsqu'elle est dans un cortège, parce que je parle de l'autorité, la sécurité de l'autorité est assurée par son service de sécurité. Et le service de sécurité qui est commis pour la sécurité de l'autorité, c'est un service affecté par les ministères de l'Intérieur, parce qu'aujourd'hui on parle de la police nationale affectée pour la sécurité de la Première ministre. Ça veut dire que l'autorité de tutelle de cette police qui veille à la sécurité de la Première ministre, c'est d'abord le ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, est-ce que c'est Mme Judith Souminois qui avait donné l'ordre à ses agents de sa sécurité d'aller tabasser ces PCR et de les ramener à l'auditorat militaire? Non. Pour des raisons d'information. Le cortège s'est dirigé vers l'OUA. La Première ministre est arrivée à l'OUA. Il semble qu'il y a eu une petite altercation entre le PCR et les majors chefs de sécurité de la Première ministre. Et les majors estiment que les PCR lui avaient insulté. Le cortège s'est dirigé vers l'OUA. La Première ministre est entrée à l'OUA. Et les majors donnent maintenant l'ordre à ces éléments. Rentrez et récupérez-moi ces PCR-là. Ça veut dire que dans ces scénarios, la Première ministre Judith Souminois a été totalement absente de fait. Et n'a même pas donné l'ordre et ne savait même pas que les éléments de sa sécurité étaient rentrés pour aller récupérer ces PCR. Et d'où vient ce matraquage médiatique? Non, mais la mauvaise foi des politiques et détracteurs de la Première ministre. Comment une Première ministre qui a doublé et qui veille jour et nuit pour l'amélioration de conditions de vie salariales des policiers et des militaires, parce qu'il a doublé les salaires des policiers, peut se permettre de tuer un policier qui, en réalité, ne dérange même pas sa fonction en tant que Première ministre? C'est incohérent. Et donc, allez-y comprendre que ceux qui sont aujourd'hui à la base de ces matraquages, de ces attaques, de ces lynchages politiques, en réalité, ce sont les gens qui ne se sentent pas à l'aise par le fait que les salaires de policiers ont été doublés.
Parce qu'aujourd'hui, on parle des responsabilités pénales. Madame Judith Soumine, on ne peut pas être responsable pénalement. Chacun doit assumer ses responsabilités. Effectivement, la responsabilité pénale revient au chef de sécurité et à tous les éléments qui ont participé à la violence contre ces PCR. Et vous savez que le droit positif congolais parle de la responsabilité pénale. Chacun doit assumer ses faits commis. Et l'article 17, alinéa 8 de la Constitution, nous interdit d'imputer des faits délictuels à la charge de celui qui n'a pas commis ces faits. C'est même ça, la responsabilité pénale. Mais du point de vue de la responsabilité politique. Encore une fois, même sur le plan de la responsabilité politique, la première ministre ne peut pas engager sa responsabilité au niveau du Parlement. Parce que ces faits-là ne relèvent pas des attributions ou missions dévolues à la première ministre comme fonction. Et une fonction à défendre devant le Parlement considérée comme son autorité de contrôle. Parce que le Parlement convoque la première ministre lorsqu'il s'agit d'un problème qui relève dans le cadre de la fonction de la première ministre. Par exemple, on a confié une mission d'exécuter un ouvrage, on a alloué les fonds, on a déterminé un délai d'exécution du projet et que le projet n'est pas réalisé dans le délai convenu et que le fonds qui a été alloué, ces fonds ne sont pas vus et par là, le Parlement va convoquer la première ministre. Mais non, vous voulez que les parlements convoquent la première ministre parce qu'il y a un élément de la police qui a tabassé un autre policier. Est-ce que vous savez pourquoi la police nationale a repris sa responsabilité? Vous avez entendu le message du porte-parole de la police. Parce que cette question-là relève de la compétence de la police. Et non du Premier ministre. Encore que ce n'est pas la Première ministre qui choisit les éléments qui doivent la sécuriser. Mais malheureusement, les gens sont emballés à la suite de l'échange médiatique, jusqu'à même à demander sa démission. Eh bien, on se fonde maintenant aujourd'hui sur l'espoir de voir Mme Judith déposer sa démission. Est-ce que c'est pas parce qu'elle n'a pas reçu ou elle est totalement absente? Elle n'est pas là où elle doit être. Non, mais ça, c'est un raccordement frauduleux et qui atteste d'ailleurs la mauvaise foi et ses détracteurs. Et vous allez comprendre que la démarche ici, c'est une démarche politique qui vise à élaguer ou à faire partir Premier ministre de sa fonction. Ici, la démarche consiste à discréditer la Première ministre vis-à-vis du président de la République, à salir son image ça viendrait dans l'opinion. De l'interne même de l'Union sacrée. Non, mais malheureusement, le jeu du détracteur est déjà connu. Et nous, en tant que volontaires de la République, nous dénonçons ce genre d'actes. Si vous voulez les départs de la Première ministre Judith Soumine, trouvez d'autres raisons le plus rationnelles possible. Pas celle-là. Parce que cette femme est incapable de tuer une personne. Cette femme est incapable de porter le sang d'une personne. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai déjà vu la Première ministre interdire un policier qui était en train de brutaliser un paisible citoyen. Parce que cette maman a encore le cœur d'une mère et elle reste attachée aux problèmes et aux déshydratats de la population. Cette mère, c'est vrai, nous l'appelons Première ministre, mais elle-même, dans sa conception, elle se considère comme servante du peuple. Et donc, il faut éviter comment maintenant, ce genre d'acharnement politique. La justice devra se comporter face à ces cas qui met à l'épreuve l'appareil judiciaire. Vous êtes avocat, parlez-nous-en un peu en 30 secondes, nous sommes à la fin de l'émission. Mais la police nationale a déjà saisi la justice. La justice est en train de faire des enquêtes. Pour élever tout équivoque, il faut que la justice soit neutre et fasse ses enquêtes et qu'elle arrive jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas d'intervention possible de politicienne dans cette affaire. Rassurez-vous, rassurez-vous. Rassurez-vous, la justice congolaise, sur cette question, elle va faire son travail. Je le pense. Parce que le dossier est tellement... La bonne manière de rassurer les Congolais et de lever le doute. Le dossier est tellement clair. Le dossier n'a pas assez d'équivoque. Okay. Il suffit seulement de prendre 2-3 policiers qui étaient devant,
qui ont assisté à la scène, encore qu'il y a un policier qui nous a aidés, de par son témoignage, pour l'éveil de l'opinion nationale. On va contacter ces policiers comme renseignants pour nous étayer le fait. Comment ça s'est déroulé? L'État congolais doit sécuriser ces policiers. Des deux. C'est important. Il y a un chef de sécurité qui a donné l'ordre à ces éléments d'aller tabasser, prendre ce policier et les ramener à l'auditorat militaire. Il n'y aura pas beaucoup de gymnastique sur le plan de l'enquête. Les commanditaires et le bourreau qui ont commis cet acte, tous sont passibles des sanctions. Mais bien sûr que oui. Mais aussi, moi je pense qu'il y a beaucoup de mains noires derrière. Regardez, vous êtes un expert, si je me permets de le dire, en matière de communication. Vous savez les réalités de l'audiovisuel, comment ça se passe. Regardez comment ces policiers faisaient cette vidéo. D'abord, il y avait quelqu'un qui l'interrogeait. Il y a quelqu'un qui les filmait. Après, on prend la vidéo, on divulgue. Et ça devient viral. L'intention, c'était de ternir l'image de la première ministre. De deux. Le monsieur a été transmis à l'auditorat le mardi. Il est décédé le samedi. Qu'est-ce qui a fait que entre mardi et samedi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'auditorat militaire pour que ce monsieur rende l'âme? Ça fait partie des enquêtes. Est-ce qu'au niveau de l'auditorat militaire, on ne l'avait pas encore tabassé? Ça, c'est une question. Ouais. Est-ce que les gens qui étaient dans le manœuvre depuis le jour qu'on filmait les policiers, n'est-ce pas que ces gens-là ont abouti à leur démarche criminelle pour la seule finalité de ternir l'image de la première ministre? Ce sont des questions. Merci beaucoup, Manik Seyenda. Nous sommes arrivés à la fin. Beaucoup de sujets qu'on a arrêtés pour en parler. Malheureusement, l'émission s'est transformée en quelque sorte d'un échange houleux entre... je ne suis pas son co-débatteur, je ne fais que le relancer, le mettre quelque peu mal à l'aise pour qu'il sorte de ses gonds, et comme il a fait. Je crois que vous avez aimé. On finit quand même avec une dernière question. Il y a un audio de Kone Nanga qui est sur tous les réseaux sociaux, devenu même viral, demandant pardon au peuple congolais et même au président Félix Tshisekedi en se dissociant de Paul Kagame. Un faux audio a dénonce un faux audio après le travail d'authenticité auquel nous avons recouru. Alors, en cette période, les fake news fusent. Comment lutter efficacement contre les fake news? Et une telle information à cette période, est-ce que c'est à notre faveur? En 30 secondes, on finit par là. D'abord, vous dites que c'est un faux audio. Qu'à cela ne tienne. Même si c'est un faux audio. Mais le souhait de tout le Congolais, en général, et le souhait de Manix Iyenda, c'est de voir Corneille Nangaa demander pardon à tout le peuple congolais. Le souhait de Manix Iyenda, c'est de voir Corneille Nangaa se débarrasser de Paul Kagame. Si réellement Nangaa est un Congolais, il sera pardonné en le faisant. Non mais ça, c'est une responsabilité qui revient au peuple. Le peuple a déjà accordé une miséricorde politique à plusieurs acteurs. Pourquoi pas Corneille Nangaa? Si seulement il fait un mea culpa, si seulement il demande pardon. Et si seulement il reconnaît ses erreurs, et si seulement il accepte de subir la réprimande du peuple. Parce que le peuple a sa manière de punir. Le peuple a sa manière d'organiser ses sanctions politiques inorganisées. Le peuple a sa façon de frapper. Mais quelle est la vérité cachée d'ailleurs cet audio, selon vous? Mais moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si Nangaa continue de s'obstiner à rester en alliance avec le Rwanda, avec Kagame, le souhait de Manix Iyenda, c'est de voir Corneille Nangaa s'est débarrassé des ennemis de la République. Est-ce qu'au final, le fake news ou les fausses informations ne sont pas contre-productives pour notre pays? Moi, je pense qu'à ce stade, nous avons plus besoin de la vérité que du mensonge. Parce que la guerre n'est pas une fake. La guerre est un fait.
La guerre n'est pas une confidence, la guerre est une évidence. Nous avons besoin de la confiance nationale et la confiance nationale ne peut s'installer que par la vérité des discours de ceux que nous considérons comme responsables de la République. Allez, merci d'être venu. Merci pour votre brillante intervention sur ce plateau. Merci. Nous vous retrouvons très très prochainement, mesdames et messieurs, avec les mêmes plaisirs pour un autre numéro sur votre chaîne Politico, La Fausse Détail. Bonsoir chez vous et Inch'Allah.